Pardon? La plus belle scène, absolument. On attend le go. Vous me dites quand c'est bon, c'est nous, on y va? C'est parfait. Eh ben, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bienvenue d'abord à André Desproges, pardon, qui va animer la conférence avec moi et vous donner son retour d'expérience sur le déploiement de TimeTonic au sein de la DRCI. Donc, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette expérience. André, deux mots peut-être pour vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis André Desproges. Je travaille à l'assistance publique hôpitaux de Paris, plus précisément à la DRCI, Direction de la recherche clinique. Et je suis en charge notamment de la transformation numérique, donc avec Monsieur Quentin Demanet, qui est le directeur sur ce secteur-là. Et l'objectif, c'est d'accompagner les équipes sur les nouveaux outils numériques à mettre en place dans le cadre de la dématérialisation des process. Merci beaucoup, André. Et donc moi, je suis Jean-Michel Durocher, je suis le président et fondateur de TimeTonic, donc une plateforme française intelligente de gestion, de collaboration et d'automatisation des processus qui a donc été retenue par la DRCI de la PHP. Alors, si les boutons fonctionnent, on va pouvoir commencer un petit peu. Vous me dites? Super. André, je vous laisse présenter un petit peu l'organisation de la PHP. Alors rapidement, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris, donc ce sont les hôpitaux parisiens. Donc il y a 38 sites au total répartis en Île-de-France. Il y a quelques hôpitaux aussi en bord de mer. Ça représente 100 000 professionnels environ. Alors côté recherche, on gère un peu plus de 3700 projets de recherche qui sont en cours. Donc projets qui, donc avec inclusion de patients. Pour donner un ordre d'idée, un budget 2022 de 7,8 milliards d'euros pour la PHP. Et on a à peu près 68 accords de coopération internationaux avec différentes équipes, différents pays dans le monde sur différentes thématiques. Et c'est partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis? Oui, on a énormément de coopération avec, en Europe déjà, hein, avec les pays, différents pays européens, les États-Unis, l'Asie et également enfin, pas mal d'autres pays avec lesquels on collabore. Et c'est des collaborations à la fois sur des aspects des entités académiques et des entités industrielles? Alors, c'est surtout des collaborations donc, médicales, donc sur des projets médicaux et des coopérations dans le cadre de projets de recherche également. Ouais. D'accord. Et avec des universités, des centres de recherche et des compagnies Voilà, pharmaceutiques? oui, c'est surtout universitaire et pas mal d'accords avec différents hôpitaux avec lesquels on travaille. Et il y a aussi beaucoup d'échanges de greffons notamment entre la PHP et les différents pays. On peut soit en importer, soit en exporter en fonction des compatibilités HR. Et donc, c'est un côté très fort, cette coopération internationale au niveau de la PHP. Ouais. D'accord. Et c'est donc le premier CHU européen? Oui, en termes de taille, la PHP est le premier CHU européen. Donc là, en fait, on vous représente en fait la localisation des différents hôpitaux de la PHP. Donc, sur Paris et en Île-de-France. Donc il y a 38 sites au total qui sont regroupés en 6 groupes hospitaliers universitaires. Et donc ça fait pas mal de structures. Côté organisation de la recherche, donc il y a une DRCI siège qui est au sein de l'hôpital Saint-Louis, là où je suis, où il y a à peu près 150 personnes. Et après, on a des unités de recherche clinique au sein de chaque GHU, donc ça en fait une douzaine. Et également des directions recherche au niveau des GHU en eux-mêmes. Très bien. Un petit mot sur la DRCI, donc? Alors l'organisation de la DRCI, donc, comme je vous le précisais, c'est un siège avec 6 pôles d'activité, dont le pôle transformation numérique. On a 12 unités de recherche clinique. Donc là, l'objectif de ces unités, c'est d'accompagner les chercheurs dans la mise en place des essais cliniques, donc l'inclusion des patients, la gestion de tous les essais cliniques au quotidien, l'accompagnement aussi des investigateurs dans la recherche. Et on a un département des essais cliniques, un centre d'évaluation des dispositifs médicaux et un centre de pharmaco-épidémiologie également. Et ce qui représente à peu près 1250 personnes au niveau de la DRCI. D'accord.
répartition sans rentrer dans les détails. On voit que c'est quand même très vaste en termes d'organisation. Voilà. De Et personnes qui là, interviennent. c'est effectivement, là, on vous présente donc l'organigramme de la direction recherche, qui est finalement une petite partie de la PHP. Mais comme vous le voyez, il y a un véritable enjeu pour nous lorsqu'on développe et déploie une nouvelle solution numérique. C'est de pouvoir la déployer au sein de toutes les unités et faire en sorte que les différentes unités appliquent une même procédure. Et ça, c'est vraiment un enjeu. De pouvoir en fait partager des solutions numériques et d'harmoniser les pratiques entre les différents sites. Très bien, merci beaucoup. Alors 2 mots peut-être pour TimeTonic et après on revient un peu sur l'implémentation au niveau de la DRCI, de la PHP. Donc TimeTonic est une plateforme française donc, de gestion, de collaboration et d'automatisation des processus avec un besoin qui est comment est-ce qu'on peut aider les entreprises et les hôpitaux et les régions à en fait remplacer un peu ce qui manque ou compléter ce qui manque dans un système IT traditionnellement qui va permettre à la fois, comme l'expliquait André, de pouvoir digitaliser, d'harmoniser les processus et d'automatiser ces workflows, de centraliser les données qui sont associées à ces projets et donc de pouvoir créer sans code ses propres applications, ses propres workflows. Et donc pour faire ça, nous, on a développé une approche qui est une approche dite data first, c'est-à-dire qu'on a créé un nouveau type de base de données, qui est à la fois le back, donc où on va stocker les données, et le front, où on va pouvoir visualiser, gérer ces données, et ensuite créer tout ce qu'on veut autour, c'est-à-dire en termes de visualisation, en termes de workflow, d'automatisation, et en termes de formulaires pour pouvoir gérer également des partages d'informations, de saisie et de partage d'informations. Donc, l'idée de cette base de données, c'est de donner la même autonomie, la même flexibilité qu'un tableur, c'est-à-dire que l'apprentissage de l'utilisation de la plateforme est très rapide. En quelques heures, on est ceinture verte de TimeTonic. En quelques jours, on est ceinture noire. André pourra confirmer si c'est vrai ce que je dis ou pas. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir donner une solution qui soit facile à prendre en main. Tout le monde connaît les tableurs, donc on sait très rapidement prendre en main une solution. On a un peu ce type d'interface initiale, mais donner la puissance de vraies plateformes scalables, sécurisées, qui vont permettre de déployer, de numériser totalement ces solutions. Donc cette approche complète, qui est avec RGPD, on est hébergé en France, sécurisé, avec des protocoles très importants sur la sécurité des données, qui est cloud, donc déploiement instantané, et nativement mobile. On a une application mobile qui va se synchroniser en structure et en contenu avec les données principales, avec les applications et qui vont permettre d'y accéder directement en mobilité et ensuite de visualiser en vue table, Kanban, grand, timeline, cartographique, de créer ces formulaires, de créer ces workflows et de faire des automatisations, générer des documents. On a même intégré de l'IA générative. On peut poser des questions pour pouvoir créer dans ces process des questions de traitement, quels sont les jours de congé en Italie entre telle date et telle date, ou est-ce que tel sujet est urgent ou pas. Donc ça va faire partie des workflows naturellement. Et puis tout ce qui est gestion des droits et bien sûr gestion des utilisateurs pour limiter l'accès et contrôler aussi facilement. On va créer ces structures de données et on va pouvoir dire telle personne peut voir telle partie des données et en fonction de l'évolution de mon processus, d'autres données vont devenir visibles par exemple, et d'autres vont devenir grisées en lecture seule en fonction des étapes d'un processus. Voilà, je reviens à la PHP. Rappelez un petit peu votre besoin, André, et les enjeux que vous aviez. Ouais. Alors, au niveau de la PHP de la DRCI, donc on avait plusieurs besoins. Alors là, en fait, on vous a présenté un des processus qu'on a dématérialisé en priorité, qui est en fait le processus de contractualisation entre une industrie pharmaceutique et un industriel et la PHP lorsqu'ils veulent lancer une étude clinique. C'est un véritable enjeu pour la PHP, justement, ces conventions qu'on a avec le secteur industriel. Et actuellement, donc ça, c'est un logigramme qui a été fait par notre service qualité. En fait, ils ont lancé un processus, enfin une démarche processus. L'idée, c'était de cartographier tous les processus qu'on avait au sein de la DRCI, donc avec ces différentes étapes, ces différents acteurs. Et sur cette base, en fait, on souhaitait ensuite dématérialiser ces façons de faire, sachant qu'il y a énormément de process qui sont encore entièrement manuels au jour d'aujourd'hui. Donc avant TimeTonic, pour gérer ça, on passait par une boîte mail générique et avec des tableaux Excel de suivi. Et donc on avait énormément de
de demandes d'investigateurs ou d'industriels qui avaient déposé un dossier, qui n'avaient pas forcément de retour, ils ne savaient pas si le dossier était pris en charge ou pas. Il y a des véritables contraintes de délai à respecter. On doit, entre le dépôt d'un dossier et la signature du contrat, et qui permet ensuite d'inclure les patients, il y a 45 jours à respecter. Si on ne les respecte pas, on n'a pas de financement, donc il y a un vrai enjeu. Donc là, c'est typiquement un exemple en fait, de processus avec ces différentes étapes. Et je pense qu'après, on présentera comment la dématérialiser. Dans les détails. Il y avait une partie aussi sur la partie gestion de projet. Une fois que le processus a été validé, de pouvoir continuer à suivre la vie du projet dans les étapes suivantes également. C'est-à-dire qu'il y a une première partie entrée et une partie gestion de projet également qui est prévue pour la suite. Oui, effectivement. Après, l'idée, c'est qu'une fois que ce processus-là est terminé, on a par contre un logiciel de gestion des essais cliniques. Donc l'idée, c'est la solution qui va dématérialiser ce process puisse transférer automatiquement via une interface les données pour permettre la suite du projet. Voilà. Alors, donc un peu les critères pour vous que vous aviez utilisés pour choisir, une fois que les besoins avaient été exprimés, comment est-ce que vous avez fait votre choix et sous quelle forme? On a mis ici quelques éléments RGPD complets. Vous pouvez détailler un petit peu le processus de sélection et les critères? Alors, depuis quelques mois maintenant, en fait, au niveau de la PHP, notre DSN, Direction des services numériques, a créé un nouveau service qui est dédié justement à accompagner les utilisateurs, qui s'appelle le service Relations Clients. Et l'objectif de ce service, c'est également d'accompagner les équipes lorsqu'ils ont un nouveau besoin numérique. Donc nous, on travaille directement avec eux. Il faut savoir qu'à la PHP, ils ont un référencement du nombre d'applications utilisées à la PHP et on est à plus de 900. Donc c'est absolument énorme. Et l'idée, c'est de pouvoir donc recueillir une expression de besoin donc, auprès des utilisateurs, donc voir un peu ce qu'ils veulent faire. Et justement, les logigrammes, démarches, processus sont très pratiques pour ça. Une fois que cette expression de besoin est faite, donc il y a aussi une priorisation. En fait, il y a des comités d'arbitrage en fonction du sujet. Il y a aussi un budget à prévoir dans certains cas. Et la DSN donc, va déjà regarder à la PHP s'il y a des solutions qui existent et qui pourraient faire l'affaire. Et si ça n'existe pas, là, elle va faire en fait une démarche pour aller chercher justement différents fournisseurs qui pourraient en fait fournir cette solution. Et donc nous, on en a eu plusieurs qui se sont présentés. Il y en a 3 solutions pour lesquelles on a fait des tests. Et à la fin, pour retenir la solution TimeTonic qui était vraiment la plus pertinente pour nous et la plus adaptée. Et bien sûr, il y a un véritable enjeu de sécurisation des données, bien sûr à la PHP. Alors, dans notre cas, en fait, ce n'est pas des données nominatives. En fait, ce n'est pas des données de patients, c'est des données de recherche. Bon, cela dit, il y a un véritable enjeu de sécuriser ces données, donc avec un hébergement en France. Il faut qu'on puisse prouver que voilà, quand un industriel enregistre sur la plateforme, que les documents qu'ils vont mettre ne vont pas être diffusés ou diffusables sur Internet. Donc, il y avait toute une checklist de sécurité à respecter pour pouvoir choisir la solution finale. Sur la partie rapidité et mise en place de la solution, ça faisait partie des critères aussi, de la facilité de pouvoir créer différents workflows, différents projets et tout ça. Oui, alors ça, la rapidité, effectivement, comme je l'ai dit, alors je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a des personnes qui travaillent dans un domaine un peu comme la PHP et un peu l'administration. Mais les délais, c'est un véritable enjeu. Là, on a un nouveau directeur général qui est arrivé à la PHP depuis 1 an déjà et vraiment son objectif, alors un objectif phare de la PHP, c'était déjà de recruter parce qu'il y avait énormément de départs. Premier objectif, donc améliorer la partie RH. Et deuxième objectif, pour que les médecins infirmiers restent à la PHP, c'est vraiment le volet recherche qui est intéressant pour eux. C'est pour ça qu'ils restent chez nous. Et donc, vraiment, l'idée, c'était de simplifier les démarches de recherche. Quand on veut faire un nouveau projet de recherche, que ce ne soit pas un parcours du combattant comme ça l'est actuellement. Et donc, ça passe nécessairement par une mise en place d'outils numériques adaptés, rapidement mis en place. Et là, sur les objectifs qui nous ont été fixés, ils sont pour le coup très, très courts. Hein. Il fallait vraiment qu'on puisse, d'ici la fin de l'année, dématérialiser complètement le process d'instruction des demandes.
et d'ailleurs pas mal d'autres process qui arrivaient derrière. Donc vraiment l'enjeu d'une solution rapide à déployer, sans qu'on ait des cahiers des charges à faire et des commandes à faire auprès des fournisseurs pour qu'ils fassent des adaptations, qu'ils nous les livrent et après qu'on les teste. Il fallait vraiment qu'on puisse faire la grosse partie du paramétrage par nous-mêmes. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs fixés. Très bien. Évidemment, après, des négociations et comme d'habitude, pour bien sûr s'assurer que tout se passe bien. Mais la sélection s'est faite assez rapidement, finalement. Oui, ben là, c'est justement grâce à la relation client et avec justement des présentations qui sont faites à des temps réguliers, comités d'arbitrage aussi qui sont faits à des temps réguliers. Et une fois que l'arbitrage est fait, après, l'objectif, c'est d'aller assez vite. Ouais. Très bien. Alors, parlons un petit peu de ce premier cas d'usage, expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait à faire et les enjeux et comment ça a été réalisé. Alors, sur le premier processus qu'on a dématérialisé, donc le processus du guichet industriel et académique, le premier objectif, donc au niveau français, en fait, pour simplifier les choses, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle une convention unique qui décrit le type de contrat type à signer entre un hôpital et un industriel. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de simplifier. Ce dossier, il comporte un certain nombre de pièces, donc il y en a quand même une quinzaine, c'est assez lourd. Et la première chose qui était prioritaire pour nous, c'est de créer en fait une plateforme de dépôt accessible en ligne, sur laquelle en fait un industriel va pouvoir en fait déposer de façon sécurisée l'ensemble de ses pièces. Et surtout pour nous, ce qui était important, c'est que la plateforme puisse contrôler que le dossier est bien complet au moment du dépôt. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avec la boîte mail générique et ce qui provoquait en fait ces délais et puis ces échanges. Donc vraiment, il faut entièrement dématérialiser le fait de déposer un dossier, contrôler la complétude du dossier et à ce moment-là, il arrive au niveau du guichet. Donc, là, il y a un véritable aussi enjeu, c'est-à-dire que quand on fait un essai clinique dans un hôpital, en fait, il y a, quand un patient vient, en fait, il y a des coûts de prise en charge standard. Et quand il fait partie d'un essai clinique, en fait, il y a ce qu'on appelle des surcoûts. C'est-à-dire que s'il y a une prise de sang complémentaire à faire, s'il y a un examen complémentaire à faire, donc ça fait l'objet d'un surcoût. Ces surcoûts, c'est l'industriel qui nous les liste. En fait, il y a une grille standard aussi qui est là. Et c'est ça qui va faire l'objet de la négociation entre l'industriel et la PHP. C'est vraiment la liste des surcoûts, le temps que les médecins vont passer sur cette étude clinique-là. Et donc ça, c'était vraiment l'objectif, c'est d'accélérer sur cette partie, justement, validation de la grille de surcoût entre les deux acteurs. Et avec un véritable enjeu de délai, c'est-à-dire que le gouvernement donc, a mis en place cette fameuse convention unique, mais a également mis en place des contraintes en termes de délai pour avoir en fait, des subventions qui sont assez conséquentes pour les hôpitaux. Donc il faut être à minima en dessous de 5 jours entre le moment où un industriel dépose un projet et le moment où on lui donne la recevabilité. Et il faut être à moins de 45 jours pour la signature et le début en fait, le début de l'essai clinique en fait. Et donc là, ce que l'on a fait, alors déjà parlant un peu de TimeTonic, parce que TimeTonic, pourquoi on l'a choisi, c'est parce qu'en fait, à la base, ça ressemble beaucoup à Excel finalement. C'est quelque chose qui est utilisé dans tous les services, mais ça apporte tout ce que Excel n'apporte pas en temps normal. C'est-à-dire que déjà, on peut alors c'est aussi souple, c'est qu'on avait des tableaux en fait de suivi des demandes. Ces tableaux, on les a transférés tout simplement sur TimeTonic. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de possibilités en termes de type de données sur TimeTonic. C'est-à-dire qu'on peut mettre des documents joints, on peut faire des liens vers d'autres tables. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous parce qu'on a des tables avec justement la liste de tous les hôpitaux. On a des tables avec la liste de tous les investigateurs de la PHP. C'est des tables qui font près de 130 à 135 000 lignes. Et en fait, on peut relier ces tables donc à notre tableau de suivi. Notre tableau de suivi, on en fait une vue qui correspond à un formulaire externe qu'on met à disposition des industriels. Et en fait, les industriels, quand ils vont déposer un nouveau dossier, ils vont devoir préciser donc avec quel médecin à la PHP ils ont en fait travaillé, parce que c'est ce médecin et c'est son service qui accueillera les patients. Donc, ils vont pouvoir sélectionner directement les médecins de la PHP dans leur formulaire.
ça va directement savoir quel hôpital est concerné et ça va pouvoir directement adresser le dossier au bon hôpital. Donc nous, on en a 38. Donc ce système qui est possible sur TimeTonic, franchement, ça nous change énormément la vie et ça donne énormément de perspectives. Donc là, ce que l'on a fait au départ, c'est dématérialiser ce tableau-là, créer un formulaire de dépôt. Donc ça, c'est opérationnel, avec toute la partie contrôle de la complétude des dossiers. Ensuite, on a toute la partie recevabilité. Donc les dossiers arrivent au niveau du guichet. À ce moment-là, en fait, il y a un autre aspect qui est vraiment très agréable sur TimeTonic, c'est la partie automatisation. C'est qu'on va pouvoir, par exemple, se créer un bouton, donc accuser recevabilité. Et en fonction, si le dossier est complet, si tout va bien, ça va directement adresser un mail au promoteur pour leur dire que votre dossier est complet et recevable et il va passer à telle autre étape. Et ce qui est vraiment également très agréable, c'est de pouvoir mettre à disposition des investigateurs et des industriels une timeline, parce qu'en fait, ils rentrent dans une procédure. Donc la première étape, recevabilité, ça va de telle date à telle date prévisionnelle, c'est OK, c'est passé. Ensuite, on va passer à une étape de fléchage au niveau des GHU, et ça va leur permettre d'avoir en fait un suivi en temps réel de là où se situe leur dossier. Et ça, c'est vraiment une demande très, très forte de la part des investigateurs d'avoir cette visibilité, de savoir où on en est. Si j'ai déposé un dossier, je me connecte sur l'application, je peux savoir où il en est. Je ne suis pas obligé d'harceler en fait, les personnes du guichet qui, souvent, malheureusement, ne pouvaient pas répondre à toutes les demandes. En plus. Alors ensuite, ce que l'on a fait, en fait, le processus en lui-même est assez long. Donc en fait, on a travaillé bloc par bloc. Donc on s'est déjà occupé de la partie dépôt, recevabilité. Ensuite, on a travaillé directement avec les différentes directions de recherche de la PHP pour en fait avoir ce système de répartition automatique des dossiers. Dès qu'un dossier est recevable, ça va directement arriver chez eux. Ensuite, ce qu'ils vont devoir faire, c'est qu'eux, en fait, ils vont revoir la fameuse grille de surcoût qui a été déposée par l'industriel. Ils vont vérifier avec les médecins si les coûts sont bons, si le temps passé est bon, si le coût des médicaments est le bon. Et en fait, ça, c'est entièrement dématérialisé via TimeTonic. C'est-à-dire que quand, en fait, ils réceptionnent le dossier, ils ont juste un bouton sur lequel appuyer et ça va automatiquement adresser la fameuse grille de surcoût aux bons médecins, aux bonnes équipes. Directement à partir du mail, en fait, ils vont pouvoir cliquer sur un lien qui va leur ouvrir un formulaire sur lequel ils vont avoir, en fait, je ne valide pas la grille de surcoût. Si je ne valide pas, je peux faire une contre-proposition, en fait, etc. Donc vraiment, c'est toutes les étapes répétitives et qui nous prennent du temps, on les a entièrement dématérialisées. Et surtout, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'après, on a une vision claire du statut d'un dossier. On sait où il est, exactement à quelle étape il est. Et surtout qu'à chaque automatisation qu'on a faite, on a tout simplement dans le tableau TimeTonic rajouté une colonne où on capte la date à laquelle il a appuyé sur le bouton. Ça calcule automatiquement les délais. Donc on a toutes ces informations-là. Et entre guillemets, la cerise sur le gâteau derrière, c'est qu'à partir de toutes ces données, on en a créé un dashboard qui permet aujourd'hui au directeur de la DRCI de savoir exactement combien de projets ont été déposés, quels sont les délais exacts, qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce qui est en cours, etc. Et c'est une information que même le directeur de la DRCI n'avait pas auparavant. Super. Alors, comment ça s'est passé en termes de délai et sur les différentes étapes entre la formation, la réalisation, les tests, les formations des utilisateurs? Juste quelques ordres de grandeur un petit peu en termes de temps que vous avez passé sur ces différentes étapes. Alors déjà, en termes de temps, c'est vrai que ça peut aller assez vite, justement, grâce à TimeTonic, parce qu'on peut, la plupart du temps, on a déjà, les équipes ont déjà en fait l'équivalent de tableaux d'Excel avec leurs différentes données. On peut les réimporter directement sur TimeTonic et partir de cette base-là. Donc ça va assez vite. Ensuite, il y a la partie automatisation à prendre en main, mais c'est très simple. Et ce qui est très agréable aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit lien qui permet de... On clique dessus et puis on a une petite description de la fonctionnalité. C'est assez court. Donc ça permet vraiment de prendre rapidement en main l'application sur toute la partie formule, par exemple, sur toute la partie automatisation. Et ce que l'on souhaite faire, donc on est à peu près 1200 utilisateurs côté DRCI, plus de 100 000 au total au niveau de la PHP. Et donc ce qu'on souhaitait vraiment, c'est d'avoir en fait des super utilisateurs
qui ont vraiment accès à tous les espaces de travail. Donc ça, il y en a 2 ou 3, on est en train de voir ça. Et après, on a des super utilisateurs au niveau des différentes structures qu'on va former justement à la création des différents workflows. Et là, vu les premières présentations qu'on a fait, les premiers résultats qu'on a obtenus, notamment sur les premiers outils, on a beaucoup de demandes des équipes pour déployer de nouveaux outils avec TimeTonic. Et après, on a toute la partie utilisateur qui ne feront qu'utiliser l'application. Combien de temps sur votre formation et les premières réalisations, le test et disons, le premier déploiement entre la première fois où vous avez commencé à mettre en place et le premier service, premier workflow live avec les industriels? Alors là, en fait, on a déployé, alors je pense qu'on a dû mettre à peu près 1 mois pour déployer le premier process et faire tous les tests qui vont avec. Ce qui est bien, c'est quand vous faites des tests, en fait, c'est des nouvelles lignes que vous allez avoir dans votre tableau. Et ces lignes, ensuite, vous pouvez les archiver. Donc, vous conservez vos tests. Et une fois que vous avez tout testé, en fait, vous archivez celle-là et vous passez réellement en prod. Et là, sur quelques données, donc on a mis en place la plateforme, je crois que c'était le 3 juin dernier. C'était très peu de temps après le comité d'arbitrage qui a validé la solution. Donc en moins d'1 mois entre le comité d'arbitrage, vous aviez déjà une solution live avec les premiers dépôts de clients. Oui, l'avantage, c'est que c'est très court. Après, bien sûr, là, sur ces process-là, il y avait une vraie volonté des équipes d'aller vers un outil numérique. Et ça inclut la formation, votre propre formation pour apprendre à utiliser l'outil. Oui, effectivement. Moi, au départ, comme il y avait toute la partie contractualisation qui était en cours, à partir déjà, l'outil, l'avantage, c'est comme je le disais, c'est si vous maîtrisez Excel au départ, vous n'allez pas être perdu parce que vous avez la même flexibilité. Et c'est juste que vous allez avoir beaucoup plus de possibilités. Et après, il y a, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a plein de petites vidéos en ligne qui sont disponibles, qui arrivent régulièrement et qui vous donnent en fait des petits conseils. Par exemple, j'en ai vu une qui expliquait si je supprime des lignes dans le tableau, comment je les restaure. Ça dure quelques minutes, vous regardez ça rapidement et vous savez exactement comment restaurer en fait si vous avez supprimé quoi que ce soit. Et ça, c'est super parce que c'est tellement simple et vous pouvez mettre ça dans les tutos que vous donnez aux utilisateurs. Restaurer une ligne et en 1 minute, il sait comment faire. Et ça, c'est vraiment très agréable d'avoir ces tutos en ligne. Donc les premiers, vous avez déjà donc des premiers dépôts et des premiers projets suivis grâce à la plateforme. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la PHP, il y a un flux par rapport à d'autres hôpitaux qui est très conséquent, bien sûr, avec premier CHU européen. On est à près de 800 demandes d'industriels par an qui arrivent. Donc là, on a mis en place la plateforme le 3 juin dernier. Je crois qu'on est à déjà 170 demandes industrielles, près de 250 demandes d'avenants, parce qu'il y a des avenants qui vont être déposés quand ils vont vouloir inclure un nouveau centre, etc. Et donc, il y a un flux de données qui commence à arriver qui est assez conséquent. Très bien. Juste quelques exemples, je sais qu'on n'a pas pu montrer beaucoup, mais voilà, 2 premiers exemples de dépôt de documents où on pouvait choisir soit industriel, soit académique, c'est ça la première oui, page. En fait, alors ce qui est bien aussi, c'est que en fait, quand vous créez en fait un tableau sur TimeTonic, vous allez créer différentes vues. Ces vues, vous allez pouvoir les transformer en formulaire externe, donc c'est ce qu'on a fait ici. Et l'autre possibilité que vous avez, c'est que vous allez pouvoir imbriquer vos questionnaires les uns dans les autres. Donc ça, c'est super parce qu'avant l'étape du guichet industriel, on a toute une arborescence de services qu'on propose à la DRCI. Donc les investigateurs, quand ils se connectent, ils vont être accompagnés, c'est-à-dire qu'ils ont quelques questions à compléter. Donc je veux faire une étude clinique, je suis un industriel, et ça va l'amener sur le bon formulaire. Et donc on a fait en fait une petite arborescence comme ça qui permet d'arriver directement sur le formulaire concerné. Et avec toutes les données donc, de différentes tables, etc. Voilà, toujours exactement. disponibles. Très bien, on ne peut pas rentrer trop dans les détails de la réalisation, mais voilà, on a pris quelques écrans qui sont disponibles. Peut-être un petit rapide donc, pour boucler un peu avant de passer aux questions un peu. Retour un petit peu sur votre feedback sur la prise en main, sur l'utilisation en interne, le feedback un peu, aussi de vos partenaires industriels. Alors, sur la partie prise en main, c'est un vrai point fort. Alors moi, je ne connaissais pas le no-code avant.
ce qu'on faisait généralement, c'est que lorsqu'on faisait une expression de besoin et qu'on n'avait pas de solution sur le marché, ou alors qu'une solution faisait 90% de ce qu'on voulait faire, mais il y avait un 10% qui ne faisait pas, on ne la retenait pas, souvent on avait le réflexe d'aller sur du développement interne. Et ça a été très compliqué parce que c'était fait à l'époque par des gens qui étaient dans les services, qui ont fait du développement. Ça répondait très bien aux besoins du service, mais par contre, ces personnes, une fois parties, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de maintenance. Et notre DSN se retrouve à gérer ça, enfin, c'est gérer ces applications. Et là, ça a été très, très compliqué. Et l'autre idée, c'est de collaborer pour faire développer par un prestataire. Donc ça, c'est à la fois très cher, très long. Et est arrivé le no-code, en fait. Et on l'a connu via TimeTonic. Et le no-code, ça vous permet vraiment de créer vos propres applications assez rapidement, sans avoir à passer par du code. Donc, ce qui fait que en fait, vous pouvez former vos utilisateurs en interne qui vont développer des process. Mais ça peut très bien être repris après par l'équipe. C'est suffisamment simple à utiliser, à comprendre. Une vraie plateforme no-code, le temps de formation, c'est combien de temps? Quelques jours, quelques mois? Combien de temps ça prend pour... Alors après, ça dépend du niveau, profil, mais voilà, du profil, mais il faut prévoir quelques jours de formation. Après, bien sûr, il y a des tutos, il faut prendre le temps de lire. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est relativement court. Ça, c'est bien fait par les équipes de TimeTonic. Il n'y a pas 10 pages à lire. C'est souvent très court, même sur la mise en place d'un Gantt, c'est très succinct et ça permet d'y aller facilement. L'autre avantage, c'est que en fait, vous avez beaucoup d'exemples sur l'application TimeTonic. Par exemple, on a voulu mettre en place un Gantt, qui est d'ailleurs en place maintenant pour en fait suivre, une fois que le go est donné de l'étude clinique, un Gantt complet entre ce qu'on appelle la réunion tripartite, c'est-à-dire qui réunit donc, le promoteur industriel, les équipes APHP, l'unité de recherche clinique et l'inclusion du premier patient. Il y a énormément d'étapes à suivre et de contraintes à respecter. Donc ça, en fait, on l'a fait en Gantt via TimeTonic. Et pour prendre en main le Gantt, donc, il y avait un petit tuto au départ qui était assez bien fait. Par contre, sur un point donné, j'avais du mal à voir exactement comment ça se faisait. Et en fait, l'avantage, c'est que vous avez possibilité d'avoir, enfin, vous avez sur TimeTonic beaucoup d'exemples d'outils, de modèles d'outils. Donc, on est tout simplement allé chercher un modèle de gestion de projet qui contenait un Gantt. Et ça nous a permis justement de compléter et de très facilement comprendre que voilà, il fallait faire ça pour avoir tel rendu à la fin. Et donc, prise en main et formation rapide, c'est pas un an d'études, de formation en quelques jours? Non, effectivement, ça se prend en main très facilement. Alors par contre, après, il y a différents profils d'utilisateurs. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup d'informatique avant et puis j'aime bien ça. Donc, je m'en sors relativement facilement. Je sais qu'il y a d'autres profils qui sont parfaitement comme le mien et qui pourront prendre en main l'application. Et puis, il y a des profils de personnes qui aiment un peu moins l'informatique qui seront que utilisateurs. Ouais, voilà. Très bien. En termes d'utilisation, justement, ceux qui ne sont pas créateurs mais qui vont utiliser la plateforme, ils ont compris aussi l'utilisation, c'est clair, les gens ont apprécié l'outil, ce que vous avez réussi à faire. Là, effectivement, ce qu'on a essayé de faire après, c'est vous avez pour le guichet qu'on a vu tout à l'heure, côté utilisateur, quand une nouvelle demande arrive, en fait, ils cliquent dessus directement depuis le mail, ça leur ouvre l'équivalent d'un dossier avec les différentes étapes. Donc le dossier, la recevabilité, le fléchage, etc. Ils cliquent sur l'étape en question. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur minimiser les choses, c'est-à-dire qu'ils aient juste les quelques informations à saisir. Et après, il y a juste un bouton sur lequel j'appuie et ça passe à l'étape d'après. Je n'ai pas besoin de penser qu'il faut que j'enregistre la date parce que sinon, il y a des calculs de délai. Tout ça, c'est automatisé. Donc ça se prend, là, côté utilisateur, ils sont très contents de ces aspects vraiment... simple à comprendre, simple à utiliser. Voilà. Et pas d'erreur, etc. Voilà, et qu'une bonne partie des tâches qu'ils faisaient avant et qui étaient vraiment, qui prenaient beaucoup de temps, là, il n'y a plus qu'un bouton sur lequel j'appuie et je peux traiter beaucoup plus de dossiers parce qu'ensuite, je les traite à la chaîne. Très bien. Au niveau de vos partenaires extérieurs, c'était aussi une demande, si j'ai bien compris, d'avoir facilité sur la partie digitalisation un peu de ce processus de demande. Alors, le feedback a été... À la base même, la demande de dématérialiser ce process, ça vient des industriels. Parce que eux, vraiment, il y avait donc les pièces, il fallait qu'ils les déposent sur une boîte mail.
Ils n'avaient pas de retour, ils n'avaient pas de suivi. Donc ça, c'était très compliqué. Donc vraiment la demande à la PHP, équipez-vous, en fait, dématérialisez vos process. Donc ça venait à la base d'eux. Donc là, ils sont très contents pour ça, parce qu'en fait, ça leur permet à la fois d'être sûr qu'ils ont déposé, de pouvoir consulter le statut de leur dossier. Et par contre, il y a un aspect sécurité très fort. Donc là, on a été notamment contacté par plusieurs industriels internationaux sur l'aspect sécurité de la plateforme. Donc il y a ça aussi à anticiper. Alors effectivement, on avait sélectionné TimeTonic parce que ça cochait toutes les bonnes cases, mais après, il faut cette politique de confidentialité, où est-ce que sont stockées les données, comment fonctionne, à qui on transfère ou pas ces données, qui a accès. Ça, c'était une demande forte des industriels d'avoir en fait cette visibilité-là. Cette information. Très bien. En résumé, si vous deviez donner 3 points forts de TimeTonic, André? Alors, 3 points forts, c'est vraiment très innovant. Nous, ça nous change beaucoup la vie, parce que c'est en fait, même quelqu'un qui ne sait pas coder va pouvoir, dans son propre service, déployer des solutions de numérisation. Donc ça, c'est vraiment le point fort, c'est cet aspect no-code, de pouvoir créer soi-même ses propres outils. Le deuxième point fort, c'est la partie automatisation. C'est vraiment pouvoir très facilement se débarrasser de tâches répétitives. Et le troisième point fort, je dirais, c'est que c'est également une plateforme française. Donc nous, on est française, hein, on est très content de savoir que ça existe et que des Français développent ce type d'application. Dans les 2 autres qu'on avait vus, c'était surtout américain. Et finalement, même en ayant fait des tests assez poussés, TimeTonic s'est révélé meilleur, et en toute sincérité, sur ça. Donc vraiment, gros point fort de TimeTonic. Super, merci André. Alors, prochaines étapes, un petit peu au niveau du déploiement de la solution. Vous avez choisi en 2023, c'est tout récent. Prochaines étapes Alors là, dans les prochaines étapes, donc, il y a le déploiement sur l'ensemble des sites de la PHP. Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on a un nouveau process, comme vous l'avez vu, il y a 12 unités de recherche clinique, il y a 6 directions de la recherche, qui souvent travaillent un peu différemment. Normalement, tout le monde devrait travailler de la même façon, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a généralement 2 sites qui sont pilotes, qui travaillent avec nous. Et une fois qu'on a validé le flux avec eux, l'idée, c'est ensuite de déployer à l'ensemble de la PHP. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est vraiment que tout le monde l'utilise de bout en bout à la PHP. Et on a beaucoup d'autres processus qui viennent s'ajouter, notamment le fait de pouvoir créer un CRM, en fait une base de données sur laquelle on aurait l'ensemble des partenaires industriels et académiques accessibles, et qu'on puisse en fait la connecter avec les différents outils qu'on a prévu de développer. Très bien. Il y a une partie formation, donc effectivement d'autres. Vous n'allez pas tout faire vous-même, André, même si vous êtes champion TimeTonic, ceinture noire, 10e dan. Vous allez avoir d'autres collègues qui vont être formés également? Oui, alors ce que l'on a fait, c'est qu'au départ, donc, il y avait des contraintes extrêmement serrées, donc imposées directement par la direction générale. Donc ce que l'on a fait pour le moment, on a centralisé, c'est essentiellement moi qui ai fait les premiers paramétrages pour vraiment aller au plus vite. Donc je n'ai pas travaillé tout seul, bien sûr, hein. Comme vous l'avez vu, il y a le service qualité qui m'a fourni les logigrammes, les process exacts. Il y a toute la partie utilisateur validation. Et là, en fait, on s'est tout simplement fait une base sur TimeTonic qui recense les besoins. En fait, on a demandé aux différentes équipes de nous poster. Voilà, maintenant que vous voyez ce qu'on peut faire avec cette application-là, proposez-nous des choses. Et on en a près de 25 projets qui ont déjà été déployés. Et ce que l'on a fait donc avec Monsieur Demanet, qui est directeur partie transformation numérique, c'est qu'on a en fait des réunions qu'on fait tous les 15 jours qui s'appellent Go Transformation numérique, où justement on présente ces projets-là, les équipes présentent leurs projets, et puis là on peut voir pour comment les accompagner. Super. Très bien. Merci beaucoup André, déjà, et merci bravo. Des questions parmi l'auditoire, allez-y. Je ne sais pas si vous avez un micro, il y en a plusieurs, oui. Un micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous parliez de données tout à l'heure.
Vous avez dit qu'elles étaient en France. C'est d'autant plus important pour vous avec des données de santé, peut-être à terme. Est-ce que l'hébergement sur lequel vous êtes est HDS? Et aussi peut-être à terme, est-ce que vous aurez la certification GXP aussi pour permettre d'avoir des processus qualifiés? Alors on est dans la pharma, hein, pour ceux qui ne le sont pas, désolé. Pour des processus qualifiés justement, est-ce que vous aurez la certification qui permettrait de faire valider justement la solution Timetonic au sein du réglementaire en fait chez nous, l'assurance qualité? Et deuxième question, comme ça après je vous laisse, vous parliez tout à l'heure d'application. Est-ce qu'il est possible de créer une app qui soit native, soit PWA, qui après puisse être utilisée par les clients ou les fournisseurs ou je ne sais quoi? Ou est-ce que c'est que du web? Alors, sur la partie données, donc effectivement, nous sommes hébergés en France. Nous ne sommes ni sur AWS, ni sur Google Cloud, ni sur Azure. C'est vraiment une solution hébergée complètement en France, sécurisée, fichiers encryptés avec de très hauts niveaux de redondance, de scalabilité, etc. Nous ne sommes pas encore nous-mêmes au niveau complet de la société HDS, certifié HDS. C'est un processus qui a démarré. On pense que d'ici 12 à 18 mois, nous aurons la certification HDS. Faisons en même temps une demande de certification au Secnum Cloud. Je ne sais pas si vous connaissez Secnum Cloud, qui est un niveau de sécurité qui a été proposé par le gouvernement français pour tout ce qui est données souveraines, pour pousser en fait les institutions publiques, les gouvernements, les départements à passer au cloud, mais en choisissant des solutions qui sont vraiment permettent de gérer des données souveraines avec des aspects et capitalistiques, c'est-à-dire la société doit également être française ou européenne, et au niveau bien sûr des processus de sécurité. Donc on a ces deux niveaux de certification. Sur le troisième niveau, je suis désolé, GXP, je ne connais pas, donc je suis très heureux de venir vous voir après, vous m'expliquerez pourquoi c'est important. Je ne sais pas si vous connaissez André. Oui. Donc voilà, pour le moment, non, j'avoue qu'on n'y est pas. C'est vrai que quand on discutait avec Quentin et avec André, c'était nouveau pour nous le domaine de la santé. On n'était pas encore HDS, donc on n'osait pas trop approcher ce type de client jusqu'à maintenant. Et Quentin m'a bien fait comprendre que le fait de travailler avec le CHU, la PHP, premier CHU européen, toute la recherche clinique, d'aller nous donner évidemment beaucoup de visibilité, que c'était aussi un investissement important. Ça faisait partie des arguments de négociation sur la partie, bien sûr, des avantages de travailler ensemble. Et donc, effectivement, on a pris ce choix. C'est un investissement de plus de 500 000 € pour travailler sur tous les aspects de certification au niveau Secnum Cloud, au niveau HDS. On avance là-dessus très vite, mais ça prend le temps que ça prend, effectivement, pour pouvoir le faire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre première question. Oui, et une question qui va avec. La donnée est obligatoirement hébergée chez vous ou est-ce qu'on peut l'héberger ailleurs? Sur nos serveurs à nous qui répondraient à toutes les contraintes que nous on aurait? Alors, les données sont hébergées chez Timetonic, c'est une solution SaaS. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle du multibase, où en fait la partie logique pourrait être chez nous et la partie données pourrait être dans une autre base de données qui est séparée, soit pour des questions de sécurité, de scalabilité, de confidentialité. Et cette base peut être soit hébergée sur nos serveurs ou potentiellement hébergée également chez vous. D'accord ? On peut aussi faire un déploiement complet chez un client, mais ce n'est pas ce qu'on favorise en termes de structure, de gestion des droits et d'applications mobiles, etc. Pour répondre à la deuxième question sur la partie applicative, Timetonic a déjà une application mobile native qu'on télécharge sur les stores, qui se synchronise en structure et en contenu avec les applications principales et qui permet donc de déployer en mobilité, y compris en mode offline, ces applications instantanément avec tous les avantages du mobile, la lecture QR code, la possibilité de prendre des photos, d'annoter des photos, la possibilité de lancer de la navigation si on se déplace, la possibilité de faire des appels, etc. Donc c'est déjà disponible instantanément. C'est par contre pour des besoins plus internes, c'est-à-dire que c'est toujours dans une logique Timetonic, c'est-à-dire tout est déjà disponible en termes de choix d'interface. Vous n'allez pas pouvoir faire des jeux vidéo avec ça. D'accord ? Ça vous permet de gérer vos applications métiers et vos processus métiers directement en mobilité également. D'autres questions Le micro, si vous pouvez passer le micro, pardon. Merci. Merci pour la présentation déjà. Merci. On avait deux questions avec mon collègue juste à côté. La première, c'est est-ce que, étant donné que la PHP était quand même un grand client, je suppose, pour vous, vous avez priorisé votre roadmap ou fait des développements spécifiques pour la PHP?
Et la seconde question, c'est, je mets peut-être les deux pieds dans le plat, mais quels sont les différenciateurs par rapport à un Airtable, qui est certes américain, donc par rapport à la sécurité des données, mais en dehors de ça, d'un point de vue fonctionnalité pure? Alors, donc effectivement, on a des clients parfois où on n'a pas toutes les fonctionnalités, on a besoin et on rajoute. C'est une des forces de TimeTonic, c'est que si un client, on est très proche de nos clients, on évolue aussi en fonction des demandes de nos clients. Il se trouve que là, André, est-ce on avait tout ce qu'il vous fallait? On n'a pas fait de développement spécifique à ma connaissance. Vous aviez pu utiliser tous les paramétrages existants, parfois même en découvrant des choses que nous-mêmes, on ne savait pas trop que c'était possible de faire. Alors, il y a quand même une relation aussi qui est très agréable avec TimeTonic, c'est qu'on peut vous faire remonter justement les... Alors, il y a déjà aussi, on voit en utilisant l'application, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues, qui sont déjà très agréables. Donc, il suffit de regarder et souvent la fonctionnalité est déjà là. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est justement toute la gestion des données de santé, parce que pour le moment, on passe sur des données de recherche. Mais sur cette partie-là, justement, il y a d'autres process qu'on souhaiterait intégrer sur TimeTonic, mais pour le coup, ça va être encore avec quelques mois. données. Ouais. Voilà. Et ça, justement, c'est une relation qu'on peut avoir. Mais il y a beaucoup de choses que fait TimeTonic, même qui n'est pas dans le domaine médical, qu'on retrouve comme l'identification à deux facteurs, par exemple, et qu'on ne retrouve pas forcément sur des applications qu'on a aujourd'hui et qui gèrent de la donnée de santé. Donc, il y a déjà un bon background. Après, il suffira justement de continuer à valider ça ensemble, de façon à être sûr que ça réponde bien à la réglementation. Ouais. Et c'est vrai que c'est un vrai partenariat de faire évoluer et de profiter l'un de l'autre pour pouvoir améliorer et la plateforme et du coup les meilleurs services pour l'utilisation. Pour la deuxième question, effectivement, on a certains concurrents. Les gros avantages de la plateforme TimeTonic par rapport à d'autres, c'est d'abord évidemment la solution française. Ensuite, on a vraiment une logique de pouvoir le faire rapidement, c'est-à-dire que c'est y compris l'interface finale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter de surcouche par-dessus. Quand on rentre dans un applicatif TimeTonic qui a été créé, on va avoir une présentation qui va être beaucoup plus proche d'une plateforme SaaS B2B finie. Et donc, pour l'utilisateur final au quotidien, il n'y a pas besoin de rajouter des couches d'interface par-dessus. C'est-à-dire que la gestion des tables, on peut rajouter des smart pages qui vont permettre de rajouter d'autres éléments, des tableaux de bord. Quand on ouvre une fiche en vue formulaire, on peut la structurer avec des champs pour pouvoir aller directement au bon endroit. Ce qui fait que l'interface elle-même finale, ce n'est pas que la base de données. Et on n'a pas besoin de passer 6 mois à rajouter des interfaces par-dessus. On a directement le produit fini de gestion. Ensuite, on a effectivement beaucoup d'automatisation native. On peut générer des documents PDF à partir de modèles Word ou Excel, donc des factures, des devis, des contrats. On a des gestions natives des emails, c'est-à-dire qu'on peut se connecter à un serveur IMAP, par exemple, pour pouvoir récupérer les emails entrants. Et du coup, on insère un champ en plus, statut, ou un champ lien vers le processus, la personne, la facture, le devis, le contrat, etc. On va pouvoir également rajouter, et on peut déjà utiliser de l'IA directement sur ces automatisations. Et on a cette capacité à isoler les données également. C'est-à-dire que dans cette logique aussi d'interface finie, je peux prendre une partie de mes données et dire, je vais créer une vue. Cette vue, elle va être filtrée par utilisateur connecté. Je me connecte, je ne vois que ce qu'on m'a permis de voir. Et tout ça se fait en 2 clics. C'est-à-dire, je vais dire juste filtrer assigner A contient l'identifiant utilisateur et mettre dans un espace de travail où je vais permettre à une personne de voir, tiens, je veux la vue Gantt de telle partie, une autre base de données, un autre applicatif dans lequel j'ai la vue cartographique de mes instituts de recherche. Hop, ça va être totalement une autre base. Je vais quand même pouvoir la compléter pour créer une vue finale complète d'utilisation pour l'utilisateur. Donc ça, c'est parmi les éléments importants, plus l'application mobile native, effectivement, qui marche également en mode offline, très intéressant pour toutes les applications métiers terrain. Merci. Alors peut-être effectivement, on a une scalabilité totale, on peut rajouter des millions de données et on sait absorber ça et ça ne ralentit pas l'utilisateur. Donc il y a des éléments importants, effectivement. Petite question, moi, plutôt sur le déploiement de la solution. Quels sont les prérequis qui sont nécessaires avant de se lancer dans un chantier comme ça de déploiement d'automatisation? Est-ce qu'il y a une maturité en termes de digital qui est nécessaire ou comment, dans les grandes lignes, on approche ce type de chantier? Alors, nous, ce qui a été très important pour nous, c'est qu'il y avait déjà une démarche processus qui avait été faite par le service qualité avant.
et qui avait cartographié en fait les différentes façons de faire. Donc ça, c'est très important parce que de façon synthétique, vous allez pouvoir comprendre les différentes étapes. Ces étapes, elles sont validées. Vous avez les différents interlocuteurs. Donc ça, c'est la première chose. Ça évite de passer par la rédaction de cahier des charges complet et autres. Et après, c'est vraiment partir des besoins des équipes. Et surtout, c'est en fait, les accompagner, leur présenter ce qu'on peut faire avec cette application, qu'est-ce que ça va leur faire gagner en temps, comment on va pouvoir partager automatiquement les données, vous n'aurez plus besoin enfin, voilà, d'aller chercher vos dossiers, etc. Et par contre, ça nécessite aussi une politique de conduite du changement parce que ça change aussi les façons de faire. Donc ça aussi à anticiper. Mais l'avantage, c'est une application qui est très moderne, donc finalement, les gens se l'approprient assez facilement. Oui, je voulais savoir pour l'avenir. J'imagine que TimeTonic va être un partenaire privilégié pour développer d'autres modules, d'autres blocs. Mais si TimeTonic n'est pas compétent sur certains domaines, vous allez attendre que TimeTonic devienne compétent ou vous allez travailler avec d'autres acteurs? Et ce que je veux dire par là, c'est comment on sécurise l'interopérabilité? Ouais. Alors cette partie interopérabilité, elle est essentielle. C'est parce qu'en fait, vous avez, comme je le disais, à la PHP, près de 900 applications. Si on regarde la partie recherche, on a une cartographie aussi. On a des applications métiers qu'on souhaite conserver, qui vont faire une partie du workflow. Et il y a d'autres applications qui sont, pour le coup, vraiment à PHP, comme la gestion des salaires, etc. Et ça, on ne peut pas y toucher. Et vraiment, ce qu'il faut, c'est pas de se dire qu'on va tout faire, tout remplacer par une seule solution, mais c'est vraiment d'avoir des solutions qui vont pouvoir en fait répondre spécifiquement à un besoin et qui vont bien le faire, mais par contre qui vont pouvoir s'interopérer facilement. Et ça, c'est ce que propose TimeTonic aujourd'hui. Et là, on peut déjà interfacer la solution très facilement avec pas mal d'autres. Par contre, il faut juste s'assurer que les solutions avec lesquelles on interface, elles sont bien conformes, RGPD, etc. Mais ça, c'est très facile à faire avec le système d'API qu'a mis en place TimeTonic. Et en fait, c'est plus les autres applications de notre cartographie actuelle qui doivent se mettre à jour sur ces technos-là pour pouvoir communiquer. Mais effectivement, on a toute une arborescence d'applications. Et ça restera, à mon avis, comme ça. Mais c'est des choses qui répondent vraiment à un besoin spécifique, mais qui communiquent entre eux. Je prends par exemple l'exemple de la signature numérique. Là, ça, on ne le fait pas avec TimeTonic, mais par contre, quand on a un contrat, c'est TimeTonic qui génère le contrat, qui va pouvoir en fait déclencher et connecter en API avec les outils qu'on utilise. Donc ça aussi, c'est un des enjeux de cette interopérabilité. Ouais, peut-être pour compléter, effectivement, c'est important d'avoir une plateforme cœur qui va permettre de centraliser, de créer des workflows et le maximum de choses, mais c'est impossible de tout faire. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une seule plateforme qui fasse tout. Et l'avantage du no-code et des plateformes comme TimeTonic, c'est justement de pouvoir rajouter après ce qui manque. Plus il y a de choses natives qui correspondent aux besoins, c'est parfait, mais il y a de toute façon tous les outils internes, comme le dit André. Et s'il y a des choses qui manquent, eh ben, on peut rajouter. Souvent, il y a déjà une communauté très vibrante, comme on peut le voir aujourd'hui, où on peut trouver un plugin, une application complémentaire qui va compléter la plateforme. Ça, c'est un des gros avantages des solutions no-code par rapport à faire du développement spécifique pour tout. On a des cycles de développement terribles et après, on a quelque chose qui est impossible à maintenir. Là, on va avoir vraiment... Mais ce qui est important, peut-être, c'est juste rappeler, avoir une plateforme cœur, comme TimeTonic, ce que j'appelle core platform. C'est important, ça permet d'avoir le maximum de centralisation et de manière de travailler qui va permettre de compléter ce qui n'existait pas et de s'interfacer avec ce qui existe déjà. Bonjour. J'ai une question sur le sujet des API. Est-ce qu'il y a des limites et justement sur le modèle économique, parce que j'ai vu que vous avez été intégré avec Zapier, du coup c'est un modèle qui peut, avec la volumétrie qui peut avoir la PHP, peut devenir très coûteux. Et la deuxième question en lien, c'est est-ce que vous avez mesuré le ROI que vous avez généré pour l'hôpital, soit en temps ou en d'autres métriques qui effectivement étaient des critères de succès en fait par rapport à la digitalisation. Et en lien avec ça, le positionnement de TimeTonic versus des solutions de RPA, parce que ce que j'ai vu, c'est plutôt du RPA, en fait, ce que vous avez fait, mais peut-être comprendre un petit peu mieux le positionnement. C'est pas vraiment du RPA. Non. Vous connaissez le terme RPA
En fait, l'idée, c'est le RPA, c'est prendre des outils qui existent et faire des relations. Là, ce n'est pas du tout la même chose. On crée des solutions qui n'existent pas. On va créer les tables de données, on va créer des formulaires, on va créer des Gantt, on va créer des vues, on va créer des envois automatiques d'emails. Donc, ce n'est pas vraiment du RPA. Ce n'est pas possible de faire ça en RPA. Je reformulais, puisque la PHP a déjà des process avec des outils. Pourquoi vous n'avez pas plutôt pris une solution qui fait du RPA pour connecter les applis entre elles versus créer du coup des nouveaux voilà, c'est ça ma question. En réalité, on a besoin d'interconnecter les solutions entre elles à la PHP, mais il nous manque de véritables blocs à plusieurs moments. Et quand on regardait le bloc d'entrée des projets qui était géré par une boîte mail générique, on a besoin d'un process relativement court, mais entièrement dématérialisé, et ça, TimeTonic permet de le faire. Et après, il y a cette partie interopérabilité. Et après, sur le suivi en fait, des gains que ça apporte, déjà, on a la visibilité sur les dashboards exactement des délais. On a possibilité, et ça, c'est quasi infini, c'est-à-dire qu'on a mis en place une plateforme pour les industriels, mais on souhaiterait à un moment donné recueillir leur satisfaction pour savoir si ça convient. Et bien ça, on peut tout simplement créer le questionnaire de satisfaction qu'on avait initialement directement sur TimeTonic, le relier au tableau de suivi général, l'automatiser. À un certain moment, ça part automatiquement à l'industriel. Et on a tous ces retours de données, et surtout sous forme d'un dashboard qui a été construit sur mesure pour justement le directeur, pour qu'il puisse en fait avoir ses retours. Et donc là, c'est sur ça qu'on va vraiment calculer le gain que ça a apporté. Sur la partie API, et effectivement, il y a des tarifs. Il y a une partie qui est inclue dans la plateforme en fonction du volume d'utilisateurs et de l'investissement initial. Il y a déjà une grosse quantité d'API qui sont disponibles. Et après, effectivement, s'il y a besoin de plus, il y a quand même des coûts d'utilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de dire je vais prendre une licence et puis prendre 1 milliard de connexions à la seconde. Il faut aussi qu'on puisse survivre et supporter la charge. Donc on facture évidemment un petit peu ces coûts quand même. Ça va ? J'avais une petite question sur votre intelligence artificielle. Oui. Quel modèle vous utilisez et est-ce qu'il est possible d'intégrer son propre modèle d'intelligence artificielle avec TimeTonic ? Alors pour le moment, on utilise l'OpenAI, comme beaucoup de monde sur la planète. Mais c'est notre rêve d'avoir la possibilité soit de permettre d'avoir ses propres modèles, soit de trouver des solutions qui vont nous permettre de conserver cette partie intelligence artificielle également RGPD, ce qui n'est pas le cas. Comme le disait André, il faut faire attention. On va pouvoir se connecter avec plein d'outils, y compris de l'IA, où potentiellement il y a des données qu'on ne veut pas nécessairement envoyer aux États-Unis. Donc on cherche activement en ce moment, on étudie pas mal de solutions pour pouvoir proposer à nos clients une solution souveraine. Si vous avez des suggestions, on est preneur. N'hésitez pas à venir nous voir là-dessus. Mais effectivement, déjà aujourd'hui, via les API, on peut rajouter des choses qui seraient devenir de plein d'autres choses, mais pas nécessairement aussi facilement que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la même manière que je peux dire envoie-moi un email avec tel paramètre dans mon email pour qu'il se construise tout seul. Ben, je peux très bien dire voici la date de début, voici la date de fin, dis-moi les jours de congé. Ou voici mon texte de mon email, dis-moi s'il te plaît si c'est urgent et fais-moi un résumé en espagnol pour l'envoyer au support en Espagne. Ça, on peut faire ça avec ChatGPT, OpenAI. C'est assez magique en termes de puissance de ce qu'on peut faire, mais dès qu'on pourra rajouter la même type de fonctionnalité avec d'autres plateformes souveraines, on est preneur, absolument. Très bien, merci beaucoup à vous, merci beaucoup André. Je pense qu'on peut applaudir André. Merci beaucoup.